39. Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussés par une ardente curiosité. Quelle autre merveille renfermait cette caverne? Quel trésor pour la science? Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Les rivages de la mer avaient depuis longtemps disparu derrière les collines de l'ossuaire. L'imprudent professeur, s'inquiétant peu de s'égarer, m'entraînait au loin. Nous avancions silencieusement, baignés dans les ondes électriques. Par un phénomène que je ne puis expliquer, et grâce à sa diffusion, complète alors, la lumière éclairait uniformément les diverses faces des objets. Son foyer n'existait plus en un point déterminé de l'espace et elle ne produisait aucun effet d'ombre. On aurait pu se croire en plein midi et en plein été au milieu des régions équatoriales sous les rayons verticaux du soleil. Toute vapeur avait disparu. Les rochers, les montagnes lointaines, quelques masses confuses de forêts éloignées, prenaient un étrange aspect sous l'égale distribution du fluide lumineux. Nous ressemblions à ce fantastique personnage d'Hoffmann qui a perdu son ombre. Après une marche d'1 mile, apparut la lisière d'une forêt immense, mais non plus un de ces bois de champignons qui avoisinaient Port Graubünden. C'était la végétation de l'époque tertiaire dans toute sa magnificence. De grands palmiers, d'espèces aujourd'hui disparues, de superbes palmacites, des pins, des ifs, des cyprès, des thuyas représentaient la famille des conifères, et se reliaient entre eux par un réseau de lianes inextricables. Un tapis de mousse et d'hépatique revêtait moelleusement le sol. Quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages, peu dignes de ce nom, puisqu'ils ne produiraient pas d'ombre. Sur leurs bords croissaient des fougères arborescentes semblables à celles des serres chaudes du globe habité. Seulement, la couleur manquait à ces arbres, à ces arbustes, à ces plantes, privées de la vivifiante chaleur du soleil. Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre et comme passée. Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur, et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître, alors sans couleur et sans parfum, semblaient faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère. Mon oncle Lidenbrock s'aventura sous ces gigantesques taillis. Je le suivis, non sans une certaine appréhension. Puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale, pourquoi les redoutables mammifères ne s'y rencontreraient-ils pas? J'apercevais dans ces larges clairières que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps, des légumineuses, des acérines, des rubiacées et 1000 arbrisseaux comestibles, chers aux ruminants de toutes les périodes. Puis apparaissaient, confondus et entremêlés, les arbres des contrées si différentes de la surface du globe, le chêne croissant près du palmier, l'eucalyptus australien s'appuyant au sapin de la Norvège, le bouleau du Nord confondant ses branches avec les branches du coris zélandais. C'était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre. Soudain, je m'arrêtai. De la main, je retins mon oncle. La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur des taillis. J'avais cru voir... Non. Réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres. En effet, c'étaient des animaux gigantesques, tout un troupeau de mastodontes, non plus fossiles, mais vivants, et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de l'Ohio. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. J'entendais le bruit de leurs longues défenses dont l'ivoire taraudait les vieux troncs. Les branches craquaient, et les feuilles arrachées par masses considérables s'engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres. Ce rêve, où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antéhistoriques, des époques ternaires et quaternaires, se réalisait donc enfin. Et nous étions là, seuls, dans les entrailles du globe, à la merci de ces farouches habitants. Mon oncle regardait. « Allons, dit-il tout d'un coup en me saisissant le bras. En avant, en avant !»« Non, m'écriai-je. Non, nous sommes sans armes. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants? Venez, mon oncle, venez. Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. »« Nulle créature humaine, répondit mon oncle en baissant la voix. Tu te trompes, Axel. Regarde, regarde là-bas. Il me semble que j'aperçois un être vivant, un être semblable à nous, un homme. Je regardai, haussant les épaules et décidé à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites. Mais, quoi que j'en eus, il fallut bien me rendre à l'évidence. En effet, à moins d'un quart de mille, appuyé au tronc d'un coris énorme, un être humain, un protée de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable troupeau de mastodontes.
Immanis pecoris custos, immanior ipse. Oui, immanior ipse. Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l'ossuaire. C'était un géant capable de commander à ces monstres. Sa taille dépassait 12 pieds. Sa tête grosse comme la tête d'un buffle disparaissait dans les broussailles d'une chevelure inculte. On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l'éléphant des premiers âges. Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette de ce berger antédiluvien. Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus. Il fallait fuir. « Venez, venez !» m'écriai-je en entraînant mon oncle qui pour la première fois se laissa faire. Un quart d'heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi. Et maintenant que j'y songe tranquillement, maintenant que le calme s'est refait dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser, que croire ? Non, c'est impossible. Nos sens ont été abusés. Nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Nulle créature humaine n'existe dans ce monde subterrestre. Nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe sans se soucier des habitants de sa surface, sans communication avec eux. C'est insensé, profondément insensé. J'aime mieux admettre l'existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine, de quelques singes des premières époques géologiques, de quelques protopithèques, de quelques mésopithèques semblables à celui que découvrit M. Lartet dans le gîte ossifère de Sansan. Mais celui-ci dépassait par sa taille toutes les mesures données par la paléontologie. N'importe, un singe, oui, un singe, si invraisemblable qu'il soit. Mais un homme vivant et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la terre. Jamais. Cependant, nous avions quitté la forêt claire et lumineuse, muets d'étonnement, accablés sous une stupéfaction qui touchait à l'abrutissement. Nous courions malgré nous. C'était une vraie fuite, semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit dans certains cauchemars. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lidenbrock, et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emporté, sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques. Bien que je fusse certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas, j'apercevais souvent des agrégations de rochers dont la forme rappelait ceux de Port Grauben. Cela confirmait, d'ailleurs, l'indication de la boussole et notre retour involontaire au nord de la mer Lidenbrock. C'était parfois à s'y méprendre. Des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines des saillies de roc. Je croyais revoir la couche de Surtarbrandur, notre fidèle Ansbach et la grotte où j'étais revenu à la vie. Puis, quelques pas plus loin, la disposition des contreforts, l'apparition d'un ruisseau, le profil surprenant d'un rocher venait me rejeter dans le doute. Je fis part à mon oncle de mon indécision. Il hésita comme moi. Il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme. Évidemment, lui dis-je, nous n'avons pas abordé à notre point de départ, mais la tempête nous a ramenés un peu au-dessous, et en suivant le rivage, nous retrouverons Port Grauben. Dans ce cas, Répondit mon oncle, il est inutile de continuer cette exploration, et le mieux est de retourner au radeau. Mais ne te trompes-tu pas, Axel ? il est difficile de se prononcer, car tous ces rochers se ressemblent. Il me semble pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel Hans a construit son embarcation. Nous devons être près du petit port, si même ce n'est pas ici, ajoutai-je, en examinant une crique que je crus reconnaître. Mais non, Axel, nous retrouverions au moins nos propres traces, et je ne vois rien. Mais je vois, moi m'écriai-je, en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable. Qu'est-ce donc ? Ceci, répondis-je. Et je montrai à mon oncle un poignard que je venais de ramasser. Tiens, dit-il. Tu avais donc emporté cette arme avec toi ? Moi ? Aucunement. Mais vous ? Non, pas que je sache, répondit le professeur. Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession. Voilà qui est particulier. Mais non, c'est bien simple, Axel. Les Islandais ont souvent des armes de ce genre, et Hans, à qui celle-ci appartient, l'aura perdue. Je secouai la tête. Hans n'avait jamais eu ce poignard en sa possession. Est-ce donc l'arme de quelque guerrier antédiluvien ? m'écriai-je. D'un homme vivant, d'un contemporain de ce gigantesque berger ? Mais non, ce n'est pas un outil de l'âge de pierre, pas même de l'âge de bronze. Cette lame est d'acier. Mon oncle m'arrêta net dans cette route où m'entraînait une divagation nouvelle, et de son ton froid, il me dit « Calme-toi, Axel, et reviens à la raison. Ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague, de celles que les gentilshommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce. Elle est d'origine espagnole. Elle n'appartient ni à toi, ni à moi, ni aux chasseurs, ni même aux êtres humains qui vivent peut-être dans les entrailles du globe. » « Oserez-vous dire… » Vois,
Elle ne s'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens. Sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour, ni d'un an, ni d'un siècle. Le professeur s'animait, suivant son habitude, en se laissant emporter par son imagination. Axel, Reprit-il. nous sommes sur la voie de la grande découverte. Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis 100, 200, 300 ans et s'est ébréchée sur les rocs de cette mer souterraine. Mais elle n'est pas venue seule, m'écriai-je. Elle n'a pas été se tordre d'elle-même. Quelqu'un nous a précédés. Oui, un homme. Et cet homme? Cet homme a gravé son nom avec ce poignard. Cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre. Cherchons, cherchons. Et prodigieusement intéressés, nous voilà longeant la haute muraille, interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galeries. Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait. La mer venait presque baigner le pied des contreforts, laissant un passage large d'une toise au plus. Entre deux avancées de roc, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur. Là, sur une plaque de granit, apparaissaient deux lettres mystérieuses à demi rongées, les deux initiales du hardi et fantastique voyageur. A.S. S'écria mon oncle. Arne Saknussemm. Toujours Arne Saknussemm. 40. Depuis le commencement du voyage, j'avais passé par bien des étonnements. Je devais me croire à l'abri des surprises et blasé sur tout émerveillement. Cependant, à la vue de ces deux lettres gravées là depuis 300 ans, je demeurais dans un ébahissement voisin de la stupidité. Non seulement la signature du savant alchimiste se lisait sur le roc, mais encore le stylet qu'il avait tracé était entre mes mains. À moins d'être d'une insigne mauvaise foi, je ne pouvais plus mettre en doute l'existence du voyageur et la réalité de son voyage. Pendant que ces réflexions tourbillonnaient dans ma tête, le professeur Lidenbrock se laissait aller à un accès un peu dithyrambique à l'endroit d'Arne Saknussemm. Merveilleux génie. S'écriait-il. Tu n'as rien oublié de ce qui pouvait offrir à d'autres mortels les routes de l'écorce terrestre, et tes semblables peuvent retrouver les traces que tes pieds ont laissées il y a 3 siècles au fond de ces souterrains obscurs. À d'autres regards que les tiens, tu as réservé la contemplation de ces merveilles. Ton nom gravé d'étape en étape conduit droit à son but le voyageur assez audacieux pour te suivre, et, au centre même de notre planète, il se trouvera encore inscrit de ta propre main. Eh bien, moi aussi j'irai signer de mon nom cette dernière page de granit, mais que, dès maintenant, ce cap vu par toi près de cette mer découverte par toi soit à jamais appelé le cap Saknussemm. Voilà ce que j'entendis, ou à peu près, et je me sentis gagné par l'enthousiasme que respiraient ces paroles. Un feu intérieur se ranima dans ma poitrine. J'oubliai tout, et les dangers du voyage, et les périls du retour. Ce qu'un autre avait fait, je voulais le faire aussi, et rien de ce qui était humain ne me paraissait impossible. En avant, en avant m'écriai-je. Je m'élançai déjà vers la sombre galerie, quand le professeur m'arrêta, et lui, l'homme des emportements, il me conseilla la patience et le sang-froid. Retournons d'abord vers Hans, Dit-il. et ramenons le radeau à cette place. J'obéis à cet ordre, non sans peine, et je me glissai rapidement au milieu des roches du rivage. Savez-vous, mon oncle, dis-je en marchant, que nous avons été singulièrement servis par les circonstances jusqu'ici? Ah, tu trouves, Axel? Sans doute, et il n'est pas jusqu'à la tempête qui ne nous ait remis dans le droit chemin. Béni soit l'orage, il nous a ramenés à cette côte d'où le beau temps nous eût éloignés. Supposez un instant que nous eussions touché de notre proue, la proue d'un radeau, les rivages méridionaux de la mer Lidenbrock. Que serions-nous devenus? Le nom de Saknussemm n'aurait pas apparu à nos yeux, et maintenant nous serions abandonnés sur une plage sans issue. Oui, Axel, il y a quelque chose de providentiel à ce que, voguant vers le sud, nous soyons précisément revenus au nord et au cap Saknussemm. Je dois dire que c'est plus qu'étonnant, et il y a là un fait dont l'explication m'échappe absolument. Qu'importe, il n'y a pas à expliquer les faits, mais à en profiter. Sans doute, mon garçon, Mais nous allons reprendre la route du nord, passer sous les contrées septentrionales de l'Europe, la Suède, la Russie, la Sibérie, que sais-je, au lieu de nous enfoncer sous les déserts de l'Afrique ou les flots de l'océan, et je ne veux pas en savoir davantage. Oui, Axel, tu as raison, et tout est pour le mieux puisque nous abandonnons cette mer horizontale qui ne pouvait mener à rien. Nous allons descendre, encore descendre et toujours descendre. Sais-tu bien que, pour arriver au centre du globe, il n'y a plus que 1500 lieues à franchir? Bah, m'écriai-je, ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. En route, en route. Ces discours insensés duraient encore quand nous rejoignîmes le chasseur.
Tout était préparé pour un départ immédiat. Pas un colis qui ne fût embarqué. Nous prîmes place sur le radeau, et la voile hissée, Hans se dirigea en suivant la côte vers le cap Saknussemm. Le vent n'était pas favorable à un genre d'embarcation qui ne pouvait tenir le plus près. Aussi, en maint endroit, il fallut avancer à l'aide des bâtons ferrés. Souvent, les rochers, allongés à fleur d'eau, nous forcèrent de faire des détours assez longs. Enfin, après 3 heures de navigation, c'est-à-dire vers 6 heures du soir, on atteignait un endroit propice au débarquement. Je sautai à terre, suivi de mon oncle et de l'Islandais. Cette traversée ne m'avait pas calmé. Au contraire, je proposais même de brûler nos vaisseaux, afin de nous couper toute retraite. Mais mon oncle s'y opposa. Je le trouvai singulièrement tiède. Au moins, dis-je, partons sans perdre un instant. Oui, mon garçon, mais auparavant examinons cette nouvelle galerie, afin de savoir s'il faut préparer nos échelles. Mon oncle mit son appareil de Ruhmkorff en activité. Le radeau, attaché au rivage, fut laissé seul. D'ailleurs, l'ouverture de la galerie n'était pas à 20 pas de là, et notre petite troupe, moi en tête, s'y rendit sans retard. L'orifice, à peu près circulaire, présentait un diamètre de 5 pieds environ. Le sombre tunnel était taillé dans le roc vif et soigneusement alésé par les matières éruptives auxquelles il donnait autrefois passage. Sa partie inférieure affleurait le sol, de telle façon que l'on put y pénétrer sans aucune difficulté. Nous suivions un plan presque horizontal, quand, au bout de 6 pas, notre marche fut interrompue par l'interposition d'un bloc énorme. « Maudit roc !» m'écriai-je avec colère, en me voyant subitement arrêté par un obstacle infranchissable. Nous eûmes beau chercher à droite et à gauche, en bas et en haut, il n'existait aucun passage, aucune bifurcation. J'éprouvais un vif désappointement, et je ne voulais pas admettre la réalité de l'obstacle. Je me baissai. Je regardai au-dessous du bloc. Nul interstice. Au-dessus, même barrière de granit. Hans porta la lumière de la lampe sur tous les points de la paroi. Mais celle-ci n'offrait aucune solution de continuité. Il fallait renoncer à tout espoir de passer. Je m'étais assis sur le sol. Mon oncle arpentait le couloir à grands pas. « Mais alors, Saknussemm » m'écriai-je. « Oui, » fit mon oncle. « A-t-il donc été arrêté par cette porte de pierre ?»« Non, non, repris-je avec vivacité. Ce quartier de roc, par suite d'une secousse quelconque ou l'un de ces phénomènes magnétiques qui agitent l'écorce terrestre, a brusquement fermé ce passage. Bien des années se sont écoulées entre le retour de Saknussemm et la chute de ce bloc. N'est-il pas évident que cette galerie a été autrefois le chemin des laves et qu'alors les matières éruptives y circulaient librement? Voyez, il y a des fissures récentes qui sillonnent ce plafond de granit. Il est fait de morceaux rapportés, de pierres énormes, comme si la main de quelque géant eût travaillé à cette substruction. Mais un jour, la poussée a été plus forte, et ce bloc, semblable à une clé de voûte qui manque, a glissé jusqu'au sol en obstruant tout passage. Voilà un obstacle accidentel que Saknussemm n'a pas rencontré, et si nous ne le renversons pas, nous sommes indignes d'arriver au centre du monde. Voilà comment je parlais. L'âme du professeur avait passé tout entière en moi. Le génie des découvertes m'inspirait. J'oubliais le passé, je dédaignais l'avenir. Rien n'existait plus pour moi à la surface de ce sphéroïde au sein duquel je m'étais engouffré. Ni les villes, ni les campagnes, ni Hambourg, ni Königstrasse, ni ma pauvre Graubünden qui devait me croire à jamais perdu dans les entrailles de la terre. « Eh bien, » reprit mon oncle, « à coups de pioche, à coups de pic, faisons notre route et renversons ces murailles. »« C'est trop dur pour le pic, m'écriai-je. Alors, la pioche. »« C'est trop long pour la pioche. »« Mais... » « Eh bien, la poudre, la mine, minons et faisons sauter l'obstacle. »« La poudre ?»« Oui, il ne s'agit que d'un bout de roc à briser. »« Hans, à l'ouvrage !» s'écria mon oncle. L'Islandais retourna au radeau et revint bientôt avec un pic dont il se servit pour creuser un fourneau de mine. Ce n'était pas un mince travail. Il s'agissait de faire un trou assez considérable pour contenir 50 livres de fulmi-coton, dont la puissance expansive est 4 fois plus grande que celle de la poudre à canon. J'étais dans une prodigieuse surexcitation d'esprit. Pendant que Hans travaillait, j'aidais activement mon oncle à préparer une longue mèche faite avec la poudre mouillée et renfermée dans un boyau de toile. « Nous passerons, disais-je. »« Nous passerons, » répétait mon oncle. À minuit, notre travail de mineur fut entièrement terminé. La charge de fulmi-coton se trouvait enfouie dans le fourneau, et la mèche, se déroulant à travers la galerie, venait aboutir au dehors. Une étincelle suffisait maintenant pour mettre ce formidable engin en activité. « À demain, » dit le professeur.
Il fallut bien me résigner et attendre encore pendant 6 grandes heures.